Il vient d'arriver. David Lisnard, bonsoir David Lisnard. Mettez-vous au milieu, je vous en prie. Maire de Cannes, patron de l'AMF, l'Association des maires de France. Ravi de vous accueillir. C'est très intéressant de vous avoir pour décrypter avec vous ce qui s'est passé aux États-Unis. On va juste écouter un petit extrait de ce qu'a dit Donald Trump lors de son investiture sur les droits de douane, sur ce protectionnisme à l'américaine qui existait. Attention, déjà sous Biden, on ne va pas non plus faire comme si tout était formidable du côté démocrate. Là, je pense qu'on va franchir un cap. Écoutons Donald Trump. Nous songeons à 25% pour le Mexique et le Canada parce qu'ils autorisent l'entrée d'un grand nombre de personnes. Le Canada abuse avec nous. Donc un grand nombre de personnes peuvent entrer et le fentanyl peut entrer. Quand pensez-vous que vous allez promulguer la loi ? Je pense que c'est le 1er février. Je pense que nous le ferons le 1er février. 25% sur les deux, monsieur ? Sur chacun. Voilà pour les droits de douane. 1er février pour certains pays. Ça ne va pas nous épargner en Europe, David Lisnard, évidemment. Non, mais non, on l'avait vu d'ailleurs à l'époque sur les vins et les spiritueux. Hein, ça avait eu des conséquences graves. Juste avant de revenir sur le fond de la mesure, parce que moi je suis opposé à toutes ces formes de protectionnisme, mais ce que traduit quand même depuis hier, là je regarde entre deux réunions et en bossant, c'est quand même un retour du politique et de la démocratie quelque part. Alors il y a des dangers pour la démocratie, certains les évoquent certainement, mais tout ce que l'on entend toute la journée, c'est-à-dire l'incapacité à, on peut pas, etc. Quand on voit nous, comme en France, on est bouffé par la technostructure, dans un pays aussi grand que les États-Unis, qui doit être aussi compliqué à gérer, hein, qui est un État fédéral de surcroît, eh bien, il n'empêche que hier, plus de 200 textes sont pris, avec des effets immédiats, bons ou pas bons, on va en débattre, mais je crois que ce moment est très très important, parce que, en effet miroir, il nous renvoie ce que moi je dénonce depuis très longtemps, de moins en moins dans le désert, heureusement, c'est l'impuissance publique qui est la première cause de la crise de la démocratie. L'impuissance de l'action. Si les représentants du peuple ne peuvent plus agir au nom du peuple, ceux qui ont le pouvoir sont des gens qui n'ont pas été élus. Et c'est comme ça qu'on a des mesures aussi débiles que les aides-feux, qui font que des gens qui n'ont pas un rond les gueux, comme dit Alexandre Darbat. Il a raison, ne peuvent pas aller chez le médecin. Voilà, c'est aussi dingue que ça. Ce qui vous a frappé aussi, David Lisnard, c'est que hier, lors de cette investiture de Trump, il y avait eu quelques chefs d'État étrangers, il y avait surtout beaucoup de milliardaires, de gens de la Silicon Valley, la famille Bernard Arnault aussi, entrepreneur français, grand industriel français. Ça dit quoi pour vous ? J'imagine qu'on va voir quelques images. Alors, ça dit que les puissants vont à la puissance. C'est pas très nouveau hein, dans l'histoire de l'humanité. C'est aussi simple que ça. Ça dit aussi que les États-Unis, qu'on pensait sur le déclin ou pas, et puis bon, après on verra hein, ce que ça donne dans le temps. Déjà, ça m'avait frappé au moment de l'élection américaine présidentielle, il y avait presque plus de couverture par les médias français, et vous avez tous fait des spéciales, etc., que pour l'élection française présidentielle. Donc il y a toujours cette fascination américaine. Ensuite, ça signifie... Il faut faire attention aussi parce qu'il y a aussi une continuité dans la politique américaine. Je veux dire, l'État profond, il existe aussi aux États-Unis, c'est le complexe militaro-industriel. Nous, c'est les technos de Bercy, hein, chacun son État profond. Nous, on a les petits hommes gris. Ce que je veux dire, c'est que, oui, je les appelle ainsi, c'est-à-dire que l'IRA, qui était l'Inflation Reduction Act de Biden, était une déclaration de guerre économique déjà, à la Chine et à l'Europe. Et c'était un défi inouï. Et quand on voit de temps en temps la France ou l'Europe font des déclarations, je me souviens du congrès de Lisbonne où l'Europe, à juste titre, avait dit il y a 25 ans, nous devons investir sur l'économie de la connaissance. Et depuis, qu'est-ce qu'on a fait, quoi ? On régule ce qu'on ne produit pas. C'est comme si je sais pas, on prend, c'est complètement virtuel. Donc, et au sein de l'Europe, nous, en plus, on est faible. Tant qu'on n'a pas d'ambition sur l'énergie, tout par l'énergie, sur la capitalisation, c'est-à-dire sur l'investissement, eh bien, on continuera de commenter les États-Unis. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on agisse pour la France. Nous sommes des nains, malheureusement. David Lisnard, je reviens simplement sur l'investiture de Donald Trump et les premières décisions qui ont été prises. Vous, demain, si vous étiez élu président de la République, qu'est-ce que vous garderiez ? De quoi il faut s'inspirer par rapport à ce qu'a fait Donald Trump ? Qu'est-ce qu'on peut franciser ? Alors, moi, je ne suis pas sûr de raisonner comme ça. Il faut regarder toujours ce qui se passe ailleurs. Je regarde beaucoup ce qui s'est fait en Nouvelle-Zélande il y a 20 ans, en Suède il y a 30 ans, en Allemagne sous Schröder, en Angleterre sous Thatcher, puis sous Major, sous Reagan aux États-Unis et maintenant. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que il faut faire attention à la fascination du moment. Oui, mais souvent on dit ce qui se passe aux États-Unis n'a rien à voir. Et en réalité, quand on voit les décrets publiés, le ministère de l'efficacité gouvernementale, il y a quand même beaucoup de choses. Vous en avez rêvé. Je peux vous dire, moi, ça fait des années que je travaille sur un plan d'action, et je peux vous dire que
que si demain, cette perspective heureuse que vous venez d'énoncer, pouvait survenir pour la France, hein, je plaisante sur du second degré aussi, mais je pense, je peux vous dire que d'emblée, je crois savoir ce qu'il faut faire de l'expérience que j'ai pu faire dans les ministères, etc. On a aujourd'hui une urgence absolue, c'est de recréer de la performance publique, de l'efficacité publique. Donc pour cela, il faut libérer la création entrepreneuriale. Ça, c'est des principes. Hein. Après, on regarde dans le comment. Parce que plus vous augmenterez le capot, le moteur de la capacité de création économique, de création de richesse entrepreneuriale, moins vous aurez... Et pour ça, il faut diminuer la sphère publique, c'est au moins 6 points de PIB, c'est-à-dire 200 milliards d'euros en moins, et vous retrouverez des recettes pour l'État. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la production précède la distribution et le revenu. Or, aujourd'hui, nous, on raisonne à l'envers. Ça fait 40 ans qu'on est des socio-étatistes, que par une alliance de la facilité politicienne et du conformisme technocratique, dès qu'il y a une crise, on distribue de l'argent de nos gamins et de nos petits-enfants. Et je suis heureux de voir que certaines des idées que je proposais dans le vide sont reprises aujourd'hui. Mais la retraite par capitalisation obligatoire, la suppression du principe de précaution de la Constitution, la fin de la sectorisation scolaire, on est en train de cocufier des générations entières de gens modestes dans un système éducatif égalitariste qui plombe tout le monde. On doit recentrer l'État sur la sécurité, mais aussi pour tout ce qui catalyse l'innovation et l'investissement. Voilà. Et on le traduit par des plans d'action. On sait les faire en entreprise, on sait les faire dans des bonnes collectivités, celles qui sont bien gérées. On doit le faire au sommet de l'État. David Lisnard, quand on voit les États-Unis, ça veut dire que c'est possible, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on peut le faire. Il suffit d'avoir la volonté de le faire. Oui, alors c'est pas si ça. C'est-à-dire qu'en France, il faut passer, je l'avais proposé bien avant l'élection d'Homme, de passer par des référendums, parce qu'il va falloir qu'on torde le bras des hautes cours de justice. Ouais, hein. Et on va préserver l'état de droit. L'état de droit, c'est pas le droit de l'impuissance. Hein. L'état de droit, c'est de préserver des droits fondamentaux, des droits naturels qui s'imposent aux circonstanciels, et c'est des principes, l'égalité des chances devant la justice, etc. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça que je crains le pire quand j'entends le président de la République qui dit qu'il va faire des référendums, je crains qu'après avoir flingué le Parlement, après avoir dévalorisé, mais qu'il le fasse sur des questions où on va s'écharper, mais qui ne servent à rien pour relancer le pays. Aujourd'hui, il faut redevenir un pays de production. Et nous en avons tout le talent. Je parcours le pays. Je vois du bon sens partout, sauf dans le débat politique. Voilà, c'est ça qu'on doit proposer. Éric Revel. D'ailleurs, hier, David Lisnard, il a employé le mot de révolution du bon sens, hein, vous l'avez noté. Hein. Oui. Alors, je voulais vous poser une question sur le périmètre de l'État. Vous avez été un des premiers à mettre cette question sur la table. Il y a la Nouvelle-Zélande, mais il y a un autre pays qui devrait nous inspirer, c'est le Canada. Vous savez que le Canada, ils ont privatisé des secteurs entiers de la fonction publique qui n'étaient pas du domaine régalien, par exemple le contrôle aérien. Est-ce que dans votre logiciel, cette question de la privatisation de certains secteurs qui échappent aux régaliens, l'armée, la justice, etc., ce serait un moteur? De façon très claire, il faut des objectifs, 10 ans, 5 ans, 2 ans, 6 mois. Moi, je les ai. Comment dans 10 ans, on est dans les 5 premiers pays au classement PISA, PINS, donc on devient une superpuissance éducative. Combien, dans 2 ans, on est un des pays les plus sûrs d'Europe, alors qu'aujourd'hui, on est un coupe-gorge, etc. Donc, on met les objectifs datés avec des évaluations intermédiaires. Ensuite, il faut être très réaliste. Moi, je me revendique du responsabilisme, si vous voulez, j'aime pas les mots, et du réalisme. C'est-à-dire que quand il y a une dépense publique, première question qu'on se pose, est-ce que c'est à la puissance publique de la faire ou pas? Il faut vous dire que c'est plein de fois, on se dit, mais pourquoi on fait ça? On a répété ça, c'était circonstanciel. Voilà. Deuxième question, si la puissance publique doit faire, on est attaché à la puissance publique, si elle doit le faire, est-ce qu'elle doit le faire par le privé ou pas? Par le privé, s'il y a une vraie concurrence, oui. S'il y a des monopoles, ça ne sert à rien. Donc, la sève de la performance, c'est la concurrence. Troisièmement, si ce n'est pas par le privé, si on doit le faire, si on doit le faire en interne, comment on fait des gains de productivité? Comment, ce qu'on appelle un CAPEX en entreprise, etc. Et ça fonctionne. Donc, évidemment, il faut d'abord réduire le périmètre de l'intervention publique. C'est ce qui va nous permettre non seulement de recréer de la richesse, de redevenir un pays tourné vers l'avenir avec une espérance pour nos jeunes. Moi, j'en ai marre de voir des gamins qui veulent aller à l'étranger. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est comme ça que le Canada, Eric, après, il faut qu'on avance. Avec Paul Martin Millet-Vizon et Jean Chrétien, a dégagé un excellent budgétaire. Mais tous ceux qui ont réussi, c'est ce qu'est en train de faire l'Argentine. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire alors là, il y a la tronçonneuse, David Lisnard? Non, mais ça, vous savez, tous ceux qui brandissent à celui qui a la plus grosse tronçonneuse,
tronçonneuse. Hein. Oui, c'est souvent ceux qui restent au garage une fois qu'ils sont au pouvoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être réaliste et pragmatique. Voilà. Alors, une question politique peut-être avec Gauthier Lebret. Sur la tronçonneuse, il y a Eric Ciotti qui est dans le JD News et qui s'inspire de Javier Milei. Je suis très heureux qu'Eric Ciotti, je connais bien et pour qui j'ai de l'estime, reprenne 90% des propositions de Nouvelle Énergie. Je l'incite à prendre sa carte. J'accepte la double appartenance, y compris pour ceux qui viennent plus de gauche. Et en plus, c'est déductible des impôts. Vive Nouvelle Énergie. Voilà pour la politique française. Pour la politique internationale, c'est vrai on reviendra à la politique française. Il y a quelque chose de l'ordre du fantasme à voir Trump être élu sur un programme et l'appliquer tout de suite. On n'est pas habitué en France sur l'immigration. Des premières mesures s'appliquent immédiatement. Mais donc il y a la volonté, vous avez commencé à l'évoquer. Et puis Trump, il n'a pas la Cour européenne des droits de l'homme. Donc est-ce qu'il faut rompre aussi avec toutes ces entités qui nous empêchent d'agir ? Trump, il a aussi d'autres contraintes, etc. Mais oui, enfin, moi, pardonnez-moi, je le disais avec François Fillon à l'époque, j'étais un des rares à être resté jusqu'au bout parce que je pensais qu'on pouvait, avec sa personnalité, faire la rupture dont on avait besoin pour le pays. Mais effectivement, l'article 8 de la Déclaration préalable de la Cour européenne des droits de l'homme, aujourd'hui, a eu une interprétation jurisprudentielle maximaliste qui fait qu'on ne peut plus maîtriser notre peuplement. C'est impensable. Il n'y a pas une démocratie, et a fortiori des pays illibéraux ou dictatoriaux, qui ne maîtrisent pas leur peuplement. Donc, il faut par référendum affirmer sur des éléments de souveraineté et d'intérêt national le fait que c'est au peuple français de décider. C'est pas du tout incompatible avec une ambition européenne qu'il faut porter aussi, mais voilà, de façon sur des vrais projets. Et effectivement, accepter de faire un bras de fer avec la Cour européenne des droits de l'homme. On avait proposé à l'époque non seulement de faire un référendum, mais aussi de suspendre provisoirement pour discuter. Mais d'autres pays vont nous suivre. Le Danemark est d'accord avec nous, l'Italie est d'accord avec nous, les Pays-Bas sont d'accord avec nous. On n'est pas seul là-dessus. Donc, et pourquoi on ne fait pas alors ? Pourquoi on ne fait pas la Cour européenne des droits de l'homme ? On n'a pas la volonté. Notre pays est tenu par des politiciens opportunistes ou par des technocrates conformistes, pardonnez-moi pour les pléonasmes, et donc jusqu'à ce que des personnes mettent les pieds dans le plat, on s'habitue à l'idée et puis on y va. Mais aujourd'hui, quand je parlais de retraite par capitalisation obligatoire, comme ça a été fait au Québec aussi, au sein du Canada, avec un vrai fonds d'investissement, puisqu'il faut recapitaliser l'économie française, quand je parlais de ça il y a 3 ans, on me disait « mais c'est infaisable en France, c'est ultra-libéral », alors qu'en fait, les salariés les plus modestes ont intérêt à la retraite par capitalisation. Et les mêmes qui m'attaquaient, c'est les mêmes qui disent que des milliardaires gagnent de l'argent en faisant rien avec des actions, mais qui veulent empêcher le peuple d'être actionnaire. Moi, je veux un capitalisme populaire. Et les retraités les plus aisés vont visiblement se faire ponctionner, comme l'a annoncé le gouvernement aujourd'hui. Oui, mais une ministre à l'étranger. Une ministre, oui. Vite recadré. On a vu qu'elle était vite seule. Un dernier mot avec vous, David Lisnard, parce que ce que vous nous présentez, c'est un programme. Vous avez demandé une grande primaire de la droite, c'est bien ça, d'ici cet été, que tous ceux qui partagent une partie de vos idées s'alignent et vous vous mettiez d'accord sur un nom pour ne pas arriver en ordre dispersé en 2025. Oui, je pense qu'il faut retrouver... Moi, je suis un démocrate, donc je voudrais retrouver des confrontations de projets, de personnalités. Moi, je porte cette aspiration à la liberté et à l'ordre et à la bonne articulation entre l'ordre, la liberté et l'unité nationale aussi par la culture, etc. Parce que c'est un thème que j'essaie de mettre dans le champ politique, c'est compliqué. Et puis la gauche est plus égalitariste, etc. Moi, je confronte ces arguments, je les respecte, mais je pense que c'est le problème du pays, c'est l'égalitarisme. Et à ce sujet... à ce titre, pour connaître de plus en plus le système de l'intérieur, je vois qu'il faut le faire bouger. Il faut en finir avec la caste. Je pense qu'on a un des moments très importants de l'histoire de France. Il y a eu 58, alors il n'y a pas de Gaulle, mais en 58, il fallait en finir avec le régime des partis. Là, en même temps, on a eu le retour des régimes des partis et le régime des technocrates. Il faut en finir avec ça. Il y a eu 1848, souvenez-vous. Ça avait mal fini avec Louis-Philippe. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu de l'éclatement d'une offre de droite, moi j'ai l'impression que la proposition que je fais, c'est d'abord la meilleure pour le pays et qu'elle peut rencontrer une vraie adhésion populaire parce qu'elle renvoie au bon sens. Mais ça irait de Édouard Philippe à Xavier Bertrand, passant par Laurent Wauquiez, vous... Mais ceux qui veulent venir, si Éric Zemmour veut y aller, ou Sarah Gnafron, Bruno Retailleau, ou Bruno Retailleau, ceux qui sont capables de dire, je pense, un projet de droite. Et comme ça, ils iront expliquer aux électeurs de droite. Édouard Philippe ira expliquer son bilan avec Emmanuel Macron. Moi, j'expliquerai mon projet. Voilà, Bruno Retailleau, qui est très populaire et qui dit des choses formidables, aura toutes ses Éric chances, Zemmour etc. Aussi, donc. Mais pourquoi pas? Mais si Mélenchon veut venir, sauf qu'il ne viendra pas. Parce qu'il ne viendra pas. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça discrédite un peu. Mais non, mais pas du tout. Vous citez Mélenchon. Mais non, mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une compétition ouverte, elle est ouverte à ceux qui se disent je veux être le champion. Ils ne viendront jamais parce qu'ils se feraient laminer. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la compétition.
Enfin, comment peuvent-ils Parce que c'est aussi une machine à perdre. Il n'y a qu'un président dans l'histoire de la 5e qui a été élu après une primaire, c'est François Hollande. Alors, je pense que vous commettez un sophisme. D'abord, vous l'avez dit, il y en a un qui a gagné, et à part lui, le seul qui avait été désigné, c'était François Fillon. Il n'a pas été élu. Mais il a fait plus de 20%. Souvenez-vous du contexte, du lynchage. Et il en est aussi en partie responsable. Je ne veux même pas revenir là-dessus, si vous voulez. Mais il a fait plus de 20%. C'est qu'il a fait quand même, et il y avait quand même Emmanuel Macron face à lui, etc. Il a fait plus que les 4 premiers tours de Jacques Chirac. Si on pouvait se passer d'une primaire, s'il y avait un leader puissant comme avait su le faire Nicolas Sarkozy, etc. Si on n'avait pas le Rassemblement national à 35%, et à l'époque on pouvait faire Balladur Chirac ou Barre Chirac ou Giscard Chirac. Aujourd'hui on ne peut plus. C'est une réalité, il faut être réaliste. Donc, je pense qu'il faut déterminer, mais rapidement, quelqu'un qui incarne une espérance. Au moment où les États-Unis et la Chine se font la compétition pour aller sur Mars, nous, on en a encore à vouloir sauver un système complètement mort qu'est la répartition. On en a encore à vouloir augmenter les prélèvements en pensant que ça va régler nos problèmes, alors qu'on a les prélèvements obligatoires, impôts et charges les plus élevés du monde. Si ça réglait les problèmes, la France serait le paradis économique et social sur Terre. C'est pas le cas. Donc, je pense qu'il est maintenant urgent de dire, écoutez, quelles que soient les décisions du président de la République ou pas, il reste pas, c'est même pas le sujet, mais qu'on arrive à porter une espérance sur un corpus, c'est-à-dire un projet puissant avec une personnalité identifiée et incarnée. On ne peut plus laisser le pays comme ça. Moi, je suis maire de Cannes, je suis père de famille, je vois trop de gens talentueux qui aujourd'hui s'en vont, c'est pas qu'ils ont envie, s'en vont, des gens qui ont fait des grandes écoles, des autodidactes super débrouillards, qui vont monter leur projet ailleurs. Je suis absolument convaincu que la France, qui est un pays de créatifs, de créateurs, peut être un pays rayonnant dans le 21e siècle. On a un projet, j'ai plein de gens qui viennent vers moi, des nouveautés, je souhaite proposer ça dans la compétition et porter cette espérance. L'appel de David Lisnard à une grande primaire de la droite. Merci beaucoup d'être venu lancer cet appel du 21 janvier. Merci à vous sur CNews et Europe 1. Merci Eric Revel. Merci Gauthier Lebret, on vous retrouve à... Alors d'abord 21h, un documentaire sur Donald Trump et ensuite un grand débrief sur le nouveau président américain. Merci à vous Louis de Ragnel. Sur Europe 1, c'est Pierre Debino pour Europe 1 Soir.